Le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Voici les principaux titres. Au sommaire, à l'image du baccalauréat, les résultats du BFM sont également catastrophiques. Les multiples grèves et la non-implication des parents sont mises en cause. Pour prendre la question de la migration, il faut une prise en charge à la base par des politiques de développement local. Et puis l'armée nigériane annonce la libération de 178 otages. Journée de prière à la mémoire de Cheikh Ibrahima Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, célébrée ce lundi 3 août 2015 au quartier Mbacké Bari. Cette journée sous la direction de son khalife Serigne Dame Atta Mbacké. La cérémonie officielle est prévue cet après-midi. Ce jour commémore le départ de Serigne Ibrahima Mbacké en direction du Gabon sur les traces de son père, vénéré père Serigne Touba Khadimou Rassoul. Le 1er août, c'était samedi dernier, a été célébrée la journée de l'allaitement maternel. Au Sénégal, selon un rapport de l'UNICEF, seuls 34% des bébés tirent profit de cet allaitement. Pour l'islam, la maman doit allaiter son enfant pendant 2 ans. Mamoudé Bokoum. La semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée ce 1er août. Initiée vers les années 90, cette semaine a pour but de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande même l'allaitement maternel dans la première heure suivant la naissance du bébé et de le poursuivre lors des 6 premiers mois. L'allaitement maternel exclusif constitue le meilleur moyen d'alimenter le bébé. En effet, allaiter, c'est bon pour la maman et le bébé car les apports du lait maternel fournissent au bébé ce dont il a besoin pour se développer et renforcer ses défenses. Il favorise aussi la formation de liens entre la mère et l'enfant. Il rend le bébé plus intelligent. Il protège la mère contre le cancer du sein et abaisse le niveau de stress. Dans le Coran même, l'un des versets évoque l'allaitement maternel, le verset 233 de la sourate Al-Baqarah, où il est recommandé d'allaiter son enfant pendant 2 ans. Au Sénégal, un rapport de l'UNICEF indique que seuls 34% des bébés tirent profit de l'allaitement maternel exclusif. Aujourd'hui, avec la mondialisation, des mères préfèrent mettre la sauvegarde de leur corpulence au détriment de la santé de leur enfant avec l'utilisation du lait industriel à travers des biberons, ceci avec ses multiples conséquences pour le bébé mais aussi pour la société tout entière. La zone Dakar-Thiès-Mbour va bientôt disposer du schéma directeur d'aménagement et du développement territorial. Ce schéma directeur favorise la valorisation des ressources économiques et la limitation de la forte polarisation de ces localités entraîne une urbanisation galopante. L'atelier de validation s'est tenu vendredi dernier. Reportage Cheikh Adramé Diop. L'urbanisation rapide de la ville de Dakar, Thiès et Mbour, l'occupation anarchique des zones à risque, la prolifération d'industries et la forte réduction des terres à vocation agricole de ces localités ont motivé l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire. L'atelier de validation de ce projet qui a eu lieu ce vendredi a permis aux différents acteurs et participants de revenir sur l'effet déclencheur de ce schéma. Ajouter à cela les inondations que nous voyons au niveau de la banlieue, les occupations anarchiques, une urbanisation galopante. Il a dit pour corriger tout cela, il faut obligatoirement un bon plan, un plan performant d'aménagement et de développement territorial. Au plan du schéma directeur d'aménagement du territoire et la zone Dakar-Thiès-Mbour, qui est une zone effectivement qui s'est beaucoup développée autour d'un centralisme des activités excessif sur Dakar et qu'on a jugé important et urgent de remembrer pour lui donner effectivement une cohérence territoriale
au plan environnemental, au plan du cadre de vie, au plan économique, au plan de l'urbanisation, mais aussi au plan logistique, au plan des flux. Il s'agit en outre de rectifier les erreurs du passé en matière d'aménagement du territoire, mais de mettre en place un cadre d'organisation de l'occupation spatiale et d'intervention économique dont l'objectif final sera la mise en place d'un plan national d'aménagement et de développement du territoire. Les anciens schémas de développement étaient des schémas d'aménagement du territoire. On avait un plan national d'aménagement du territoire, le PNAT. Mais dans notre compréhension, nous nous sommes dit que le développement, l'aménagement du territoire doit avoir une finalité. On n'aménage pas le territoire pour l'aménagement du territoire. On aménage le territoire à des fins de développement économique. Et l'articulation entre le plan Sénégal émergent et l'acte 3 de la décentralisation nous dirige vers le développement. C'est pourquoi, à la place du plan national d'aménagement du territoire, nous avons pour objectif de mettre en place un plan national d'aménagement et de développement du territoire. Cette rencontre qui a réuni des spécialistes en développement local, des institutions comme l'Agence de développement local, l'Agence de développement municipal, la commission chargée de la réforme foncière et les élus locaux, sera suivie d'un conseil interministériel sur la question pour valider définitivement ce schéma directeur. Cher Adramé Diop, nous allons rester avec vous pour ouvrir une fenêtre sur l'éducation. Le lendemain de la visite du président Macky Sall, notre équipe s'est rendue à l'UCAD pour voir comment les étudiants ont accueilli cette visite du président Macky Sall et les différentes promesses faites. Et disons que les avis sont partagés concernant l'arrestation de leurs camarades. Les étudiants demandent leur libération immédiate. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, lendemain de la visite du président Macky Sall aux étudiants, voici le décor qui s'offre devant la direction du COUD et du pavillon A et la place qui a abrité l'inauguration des 3 pavillons de l'UCAD. Des affiches, des photos du chef de l'État, du drapeau national, des barrières sans occupants et des chaises vides qui attendent d'être récupérées. Mais le débat sur l'accueil, la pertinence ou non de la visite du chef de l'État alimente les discussions dans le temple du savoir. L'espace universitaire n'est pas un espace politique. S'il a des visites politiques à faire, il n'a qu'à les faire ailleurs, non pas nous. S'il a des visites de travail à faire, il devait venir. Mais des pavillons qui a 6 mois, le directeur technique des travaux l'a dit, il nous reste encore 6 mois pour achever les pavillons, pour que les pavillons soient livrés. Comment peut-on inaugurer quelque chose qui n'est pas encore terminé? Si certains jugent inopportun et très politique le déplacement du chef de l'État, d'autres, par contre, le qualifient d'historique et symbolique, mais demandent le respect des engagements. Je n'ai jamais entendu une visite du président de la République à l'UCAD, mais vu le déroulement des choses, le président est venu, il a délivré un discours à la communauté estudiantine du Sénégal en général, et il y a eu des promesses, il y a certes des réalisations qui ont été faites, mais il reste beaucoup à faire et que la visite a été émaillée d'incidents qui a été l'expression de la volonté populaire et que nous attendons la suite pour voir par rapport à tous les thèmes qui ont été abordés. L'université ne doit pas être un espace d'expression de violence et de force, reconnaît cet étudiant en Master 2 au département de lettres modernes. De la même manière, il dénonce l'arrestation de ses camarades par la police à l'occasion de la visite du chef de l'État. Pas entièrement responsable. S'il y a responsabilité, c'est tous les étudiants qui étaient là-bas qui sont responsables. Et qui sont tous ces étudiants? On ne sait pas, on ne peut pas citer une personne, ni Massamba et laisser Mademba, on ne sait pas. Ainsi, il demande leur libération dans les plus brefs délais. Que c'est des étudiants qui vont aux amphithéâtres et qu'ils vivent à l'université. Nous sommes dans un espace d'expression libre. Le président est venu, peut-être qu'ils avaient des messages à véhiculer. Je ne sais pas la raison de leur présence sur les lieux, mais je me concentre sur l'essentiel qui est qu'ils soient libérés dans les plus brefs délais pour que leur famille ait l'esprit apaisé et qu'ils puissent reprendre le chemin des amphithéâtres. Par ailleurs, l'ouverture du procès de la mort de l'étudiant Bassirou Faye au mois d'octobre par le chef de l'État, ces étudiants ne sont pas toujours rassurés. Ils demandent l'arrestation et le jugement du vrai coupable de l'assassinat de leurs camarades. L'assassin de Bassirou Faye n'est pas encore connu. Au cœur de la masse estudiantine, ne peut dire que telle personne est l'assassin de Bassirou Faye. On ne sait pas encore.
ce que nous déplorons jusque-là. Le président Macky Sall à l'UCAD, une première depuis son accession au pouvoir, une première pour un chef d'État sénégalais, mais également une première pour un accueil mouvementé et émaillé d'incidents. Le président est reparti avec un cahier de doléances, mais a laissé derrière lui un registre d'engagement et de promesses. Les résultats du BFM, comme les résultats du baccalauréat, sont catastrophiques. Le chef du centre, Blaise Diagne, met en cause les multiples grèves et appelle l'implication des parents d'élèves pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Qui dirait que l'école sénégalaise se trouve sur une mauvaise pente? En tout cas, les résultats du bac dernièrement et aujourd'hui du BFM sont en train de conforter cette hypothèse. Au jury A et C au centre Blaise Diagne, les résultats sont sortis, mais très catastrophiques. J'avais 3 jurys et les résultats des 2 jurys sont sortis. Nous attendons d'un moment à l'autre, évidemment, la proclamation des résultats du 3e jury. Mais j'avoue que les résultats, comme il y a quelques années, ils sont catastrophiques. Et ils le sont pour raison, évidemment, de la situation de l'école. Cette mauvaise performance est la conséquence des grèves cycliques qui ont entaché tout le parcours de ces candidats qui étaient en 6e en 2011-2012, point de départ de ces perturbations. Depuis quelque chose comme 5 années, nous savons que l'école sénégalaise est instable. Tous les ans, il y a des grèves d'enseignants, n'est-ce pas, liées évidemment à des problèmes avec l'État. Ce n'est pas pour dire que les responsabilités ne concernent que l'État, les enseignants, évidemment, tout le monde est concerné. À qui la faute? El Hadji Idrissa Diop reconnaît que les responsabilités sont partagées entre l'État, les enseignants et les parents d'élèves. Pour les parents d'élèves, le chef du centre Blaise Diagne demande plus d'implication et de rigueur dans l'éducation, l'encadrement et la surveillance des enfants. Non, parce qu'il faut que les parents sachent qu'aujourd'hui, ils représentent beaucoup pour l'école. J'en veux pour preuve que si l'école fonctionne véritablement, nous le devons surtout aux parents. Parce que sans les fonds générés, moi je ne sais pas ce que serait l'école aujourd'hui. Pour dire donc que les parents quand même, ils doivent se lever. Quel est le niveau des responsabilités des parents? Parce que ils ont une part d'investissement pour la bonne marche de l'école. Il faut que les parents s'impliquent. De contrôler la présence et le travail de leurs enfants. N'est-ce pas? De contribuer à ce qui se fait à l'école. Parce que qu'est-ce qui se fait à l'école? Ce sont des enseignements apprentissages. Je pense que pourvu que les parents soient à l'école, qu'ils soient présents, qu'ils s'investissent, je pense que l'école ira de mieux en mieux. Il déplore quand même le manque de considération et de responsabilité de certains parents d'élèves et des exemples à titre illustratif ne manquent pas. Allez voir tous les jours dans la cour, il y a des élèves que je renvoie pour raison de port vestimentaire indécent. Il en est, vous les convoquez, mais quand ils viennent et que vous leur parlez, c'est pour vous montrer un certain désintérêt qu'ils ont par rapport à l'école. L'essentiel pour eux, c'est de nous lancer leurs enfants au matin, n'est-ce pas? Et à nous maintenant de voir. Parce que parfois nous prenons le portable, nous gardons jusqu'à la fin de l'année pour le réciter. Une manière de les décourager par rapport à certains comportements. Mais c'est des parents qui viennent vous réclamer le portable. Parce que c'est moi qui l'ai acheté et cher. Je ne l'ai pas acheté pour qu'on le garde. Alors que les élèves, ils les utilisent en plein cours pour écouter de la musique. Ou pour s'adonner à des jeux. Un autre aspect soulevé par El Hadji Idrissa Diop, la disparité dans la gestion et dans l'investissement entre les établissements scolaires. M. Diop d'ajouter qu'on dirait qu'on a 2 catégories d'écoles et il a cité l'exemple du concours général. Parce qu'il y a des établissements qui sont privilégiés, à l'image de Maria Maba, à l'image du Britannique militaire, entre autres. C'est valable même pour le lycée Seydou Nourou Tall, parce que c'est des établissements où votre enfant entre par sélection. Sur concours, c'est valable pour Maria Maba, c'est valable pour Britannique militaire, c'est valable pour
Seydou Nour. Cette année, comme l'année dernière, les résultats scolaires restent encore catastrophiques et pourtant les grèves continuent, comme si l'État et l'ensemble des acteurs de l'école ne considèrent pas l'échec comme un élément qui déclenche la recherche de performance. Merci, cher Dramé Diop. C'était le bloc sur l'éducation. Dakar a abrité récemment un forum sénégalais des affaires du partenariat. Et pendant 2 jours, acteurs et spécialistes de ces questions se sont penchés sur les stratégies d'entrepreneuriat, de la politique de migration et du développement local. Synthèse Chirsal. Les mécanismes et les stratégies de partenariat entre acteurs de la migration et du développement local pour l'émergence territoriale est le thème central de la 4e édition du Forum sénégalais des affaires et du partenariat FOJAP. Le choix du thème, ça se justifie d'abord par rapport au programme ICMD même. ICMD, c'est l'initiative conjointe migration et développement entre donc, les organisations des Nations Unies et la Commission européenne. C'est un programme qui existe depuis 2008-2009, mais qui prévoit justement l'accompagnement des initiatives économiques, surtout de migrants, et surtout des initiatives de développement local, en partenariat avec les autorités locales. Alors, dans le cadre de cette seconde phase de l'ICMD, il a été retenu le principe d'insister sur l'ancrage institutionnel des initiatives développées, promues par des migrants. L'objectif de cette rencontre est de mettre en place un espace physique et un cadre institutionnel d'échange et de communication entre les migrants, leurs partenaires privés étrangers, le secteur privé national, les institutions publiques en charge de la migration, les collectivités locales et les institutions financières. Les perspectives, c'est d'abord leur offrir un cadre d'échange, d'information, de communication et de promotion de leurs projets, un cadre de partenariat également. Ils ont, à travers ce forum, l'opportunité de rencontrer les institutions publiques nationales et internationales, donc intéressées à suivre les initiatives dont ils sont porteurs. Ils ont également, dans le cadre de ce forum, l'opportunité de développer des partenariats bilatéraux dans le cadre des rencontres B2B qui sont prévues durant la seconde journée. Et en plus de ça, c'est également, comme je l'ai dit, un cadre d'échange d'expériences. Donc, ils ont la possibilité et l'opportunité, à travers les différents ateliers qui sont développés, donc d'avoir accès à des informations spécifiques dans différents secteurs relatifs à leur domaine. Ce dispositif met les migrants au cœur du tissu économique et des enjeux de développement des régions d'origine. Il est 12h passées de 43 minutes, à présent l'actualité internationale. L'armée nigériane qui annonce la libération de 178 otages de Boko Haram, en majorité des enfants et des femmes. Des positions de Boko Haram ont été également démantelées. L'armée nigériane annonce avoir libéré 178 otages de Boko Haram. Sur ce total, il y a 101 enfants et 67 femmes, selon un porte-parole militaire qui a également précisé que l'opération avait eu lieu dans l'état de Borno, au cœur de l'insurrection islamiste. Un commandant de Boko Haram a aussi été capturé et plusieurs camps djihadistes démantelés. L'armée nigériane affirme aussi avoir mené des frappes aériennes autour du village de Bita, alors que les islamistes s'apprêtaient à lancer une nouvelle offensive. Ces annonces interviennent alors que le nouveau président nigérian Muhammadu Buhari a érigé en priorité la lutte contre Boko Haram depuis son investiture fin mai. Une force multinationale de 8700 hommes est en constitution avec le Cameroun, le Niger, le Tchad et le Bénin, même si son entrée en fonction a été retardée. L'insurrection du groupe islamiste et sa répression par les forces nigérianes ont fait plus de 15 000 morts depuis 2009. Symbole de la force de Boko Haram, les 276 lycéennes de Chibok restent introuvables. Depuis leur acte spectaculaire en avril 2014, seules 57 d'entre elles sont parvenues à s'enfuir. Au Burundi, sur les images, le bras droit du président Pierre Nkurunziza, général Adolphe, assassiné hier à Bujumbura, la capitale, un assassinat qui fait craindre un regain de violence. Au Mexique, des milliers de Mexicains ont manifesté dans plusieurs villes pour réclamer justice après la mort du journaliste.
Des milliers de personnes ont manifesté hier dans les plus grandes villes du Mexique pour réclamer justice après la mort de Rubén Espinosa. Le corps de ce photographe a été retrouvé vendredi dans la capitale mexicaine aux côtés de ceux de 4 femmes, dont une militante des droits de l'homme, Nadia Vera. José Reveles est journaliste. Plus de 100 journalistes ont été tués ici et c'est pour cela que le Mexique est devenu le 2e ou le 3e pays le plus dangereux au monde pour les journalistes. Et malheureusement, c'est dans l'état de Veracruz que l'on trouve le plus de cas. Si tu dis la vérité, tu es tué. Ceux qui n'ont pas été achetés sont tués. Ils nous font disparaître. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi, je n'en sais rien. Plusieurs manifestants accusent le gouverneur de Veracruz, où travaillait Rubén Espinosa, d'être responsable des violences qui ont causé la mort de 13 journalistes depuis 2010 dans son seul État. Ceci met fin à l'information de la mi-journée. Prochain rendez-vous d'information à 18h30 en Wolof et à partir de 20h en français. Excellente suite de programmes sur Al Mouridio TV. Le journal.